Dans les années 30, les pays occidentaux interdisent le cannabis. Des films de propagande mettent en garde les familles. La marijuana est qualifiée d'assassin de la jeunesse. Mais les milieux du jazz, les artistes et les poètes de la Beat Generation préconisent ouvertement son usage. Et c'est avec le mouvement hippie, au milieu des années 60, qu'une véritable explosion de la consommation chez les jeunes a lieu aux États-Unis, puis en Europe. Le cannabis devient la drogue du love and peace. La dope, sur la dope, stone et tout. La plupart des trucs me rendent vraiment triste. Le pied, la planète, il n'y a plus que ça. Pourquoi tu fumes, toi? 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 À la fin des années 60, les chansons de Bob Marley et le mouvement Rasta revendiquent l'usage de la ganja, le nom jamaïcain de la marijuana. Herbs are good for everything. Why these people want to do so much good for everyone who call themselves governments and this and that? Why them say you must not use the herb? You see? And we check that and we can't find, we just see them just say, no, you must use it because it make you rebel, make you rebel, make you rebel. On estime que 4% de la population mondiale fume du cannabis. Afin de mieux cerner ce phénomène, le ministère fédéral allemand de la Santé publique a chargé Dieter Kleiber d'interroger près de 1500 consommateurs. Parmi les consommateurs réguliers, il apparaît que se détachent de façon relativement nette 3 sous-groupes qui rendent possible une classification. Und die sich inhaltlich wiederum in der Art des Konsums und der Konsummodalitäten differenzieren. Da gibt es zum einen eine Gruppe, il y a d'abord un groupe qu'on appelle les consommateurs individuels qui consomment du cannabis pour se détendre après une journée de travail, la plupart du temps seuls, tout en écoutant de la musique ou en lisant, etc. Ce premier groupe se distingue nettement de ce qu'on appelle les usagers du temps libre, qui consomment assez fréquemment, entre autres au cours de fêtes, dans des discothèques, mais uniquement en compagnie d'autres personnes et jamais lorsqu'ils sont seuls. Mais le groupe le plus intéressant était le troisième, ceux qu'on appelle les consommateurs chroniques et de longue durée. Ceux-ci, non seulement ont commencé à l'âge le plus précoce, mais ils sont généralement plus jeunes et leur taux de dépendance est le plus élevé, avec 28%. En conclusion, il nous semble que la dépendance chez les consommateurs de cannabis peut prendre la forme d'une dépendance psychique. Cependant, si l'on compare les chiffres, c'est assez exceptionnel, puisque cela concerne 1 à 2% de l'ensemble du groupe de consommateurs de cannabis. Et surtout, ce groupe déjà vulnérable, qui a connu auparavant des problèmes d'adaptation, des problèmes psychiques. Dépendance. Le grand mot est lâché. Or, le cannabis possède un point commun avec toutes les drogues. Il provoque dans le cerveau une élévation de dopamine, un neurotransmetteur qui est impliqué dans la sensation de plaisir. Oh, Jimmy, you're wonderful. You just finding that out?
Apparemment, la simple perspective de prendre des drogues cannabinoïdes stimule l'émission de dopamine, la sécrétion de cellules de dopamine. Les terminaisons qui débouchent dans le noyau accumbens provoquent une sécrétion de dopamine. C'est important parce que le noyau accumbens est une zone du cerveau qui participe à la canalisation de notre désir pour la nourriture ou la drogue. La stimulation de la dopamine et l'activation des récepteurs de la dopamine dans cette zone pourraient stimuler une appétence pour la drogue. Au laboratoire de Rafael Maldonado, on teste les propriétés renforçantes du cannabis chez les souris. En clair, cette expérience permet de voir si les souris aiment le cannabis et peuvent développer une dépendance. Nous plaçons les souris dans une boîte à 2 compartiments. Dans un premier temps, nous les laissons explorer librement. Ensuite, nous leur injectons de la drogue dans le compartiment noir et une solution saline dans le compartiment blanc. Si la drogue a des propriétés renforçantes, la souris préfère passer plus de temps dans le compartiment noir. Si elle est aversive, elle préférera le compartiment blanc. Et quand on leur injecte du cannabis, les souris passent plus de temps dans le compartiment noir, signe qu'elles l'apprécient. Mais pour mesurer le degré de dépendance chez les humains, médecins et chercheurs se reportent au manuel de référence pour diagnostiquer les troubles mentaux, le DSM-4. Ce système DSM-4 permet de définir des critères pour dire que quelqu'un a un processus d'anxiété, un processus de dépression, une schizophrénie, une dépendance. Ce sont des critères. Si on utilise d'une façon très stricte ces critères, on peut dire oui, le cannabis a les critères pour induire une dépendance. Mais si on peut analyser le cannabis induit ou n'induit pas de dépendance physique, on peut dire, là c'est clair, non? Le cannabis, la consommation humaine de cannabis n'induit pas une dépendance physique, dans le sens que l'arrêt du cannabis n'induit pas un trouble physique important. Donc, n'induit pas de la dépendance physique. Mais bien sûr, il peut induire une consommation abusive, il peut induire une perte de contrôle sur la consommation, oui. Seuls les fumeurs chroniques ressentent des symptômes psychiques quand ils arrêtent le cannabis. Ces signes seraient dus à des modifications des récepteurs cannabinoïdes, des modifications qu'on pense réversibles. Si on a consommé pendant plusieurs années de grandes quantités de marijuana et qu'on arrête soudainement plusieurs semaines, voire quelques mois après cet arrêt, on ressentira encore des sensations de dépression, d'anxiété, de perte d'appétit et d'irritabilité. L'irritabilité est un signe qui ne trompe pas. C'est assez intéressant. Des études montrent que si l'on donne à ces gens un petit peu de THC, le principe actif, pas de la drogue, pas de la marijuana, juste un peu de THC, la quasi-totalité de ces symptômes disparaît. Cela signifie que le corps s'est adapté à ces quantités importantes de marijuana en freinant son propre système et qu'il a besoin de le maintenir à ce niveau. Un nombre croissant de fumeurs en difficulté recherchent une aide médicale. Au service d'addictologie de Philippe Battel, 3% des consultations concernent des consommateurs de cannabis. Alors, ce qui est vraiment important par rapport au cannabis, c'est d'arriver à faire un diagnostic addictologique très précis.
Et ça, c'est souvent complexe parce que autant on a, avec d'autres produits, une corrélation très claire entre la quantité consommée et le niveau de dépendance ou de risque. Autant avec le cannabis, on n'arrive pas, pour des raisons diverses, à apprécier ce schéma-là. Pour une raison simple, c'est qu'il est très rare que les sujets sachent exactement quel type de produit ils consomment, même s'ils ont un fournisseur qui est tout à fait régulier. La teneur en THC des produits est extrêmement variable. Smoke, Mary? Thanks. Are you sure Jimmy will be back soon? Sure, any minute. Deuxièmement, quand on est dans une évaluation, et même quand on demande au sujet de noter tous les jours ce qu'il fume, en termes de cannabis, on voit bien qu'il a beaucoup de difficultés à le faire. Pour une raison qui est aussi le fait que le cannabis altère la mémoire immédiate, et puis les pratiques aussi sont différentes. Quand les pratiques sont partagées, savoir sur un pétard combien il en a pris, est-ce qu'il en a pris un tiers, alors il a partagé, il a pris à 3, mais est-ce que l'autre a plus tiré, on ne sait pas exactement ce qu'il a pris. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que élaborer le niveau de dépendance, c'est compliqué parce que le sujet, en règle générale, pendant très longtemps, minimise beaucoup les conséquences. Mais il les minimise pas par mauvaise foi, il les minimise parce qu'il n'a pas les moyens cérébraux, cognitifs, de se reconnaître en difficulté. Par exemple, il va vous dire « moi je fume parce que je me sens beaucoup mieux avec mes copains ». Bon. Et alors, vous allez amplifier le phénomène et vous allez essayer d'explorer ça. Et puis rapidement, il va vous dire « oui, mais en fait, quand j'ai vraiment trop fumé, j'ai une vraie angoisse et j'ai, entre guillemets, la parano du fumeur qui fait que l'autre, qui est quelqu'un que je connais bien, avec que j'aime bien, devient un étranger, quelqu'un avec qui potentiellement apparaît nuisible pour moi. Et c'est une expérience qui est quand même très, très déroutante pour un fumeur.